L'anxiété et la dérégulation peuvent-elles me faire croire que je n'aime plus mon partenaire? Oui, absolument oui. Il y a pas beaucoup de place pour l'amour quand on est dérégulé, mais ça a rien à voir avec l'amour pour cette personne-là en particulier. C'est juste ton système qui a pas une grande capacité pour l'amour. Ni d'en donner, ni d'en recevoir d'ailleurs. Bienvenue dans Pas de soucis, le podcast pour se libérer de l'anxiété avec Camille Thomas. Je suis Camille et avant d'être coach de santé, j'ai été une grande anxieuse. Je me suis libérée de l'anxiété le jour où j'ai compris que ce n'était pas dans ma tête. Pas de soucis, c'est le podcast pour celles et ceux qui sont fatigués par tout ce qu'ils ont essayé et qui savent qu'ils ont le pouvoir de guérir de l'anxiété naturellement. Alors si tu veux vivre sans anxiété et que tu as l'intuition qu'on ne t'a pas tout dit, ce podcast est pour toi. Je te retrouve tous les lundis pour explorer les pistes qui te permettront d'accéder au calme à l'intérieur de toi. Bienvenue dans cette troisième partie de notre série sur l'attachement. Je suis super heureuse de vous retrouver. Comme d'habitude, pour cet épisode, je t'invite à prendre soin de ton système. On se souvient que le système nerveux est attachement, donc ça peut déclencher plein de choses en nous, ce sujet-là. Et aujourd'hui, on va plonger directement dans nos deux sujets du jour, que sont l'attachement anxieux et l'attachement désorganisé. Dans la deuxième partie de la série, donc dans le dernier épisode, on avait vu l'attachement sécure, le Graal de l'attachement, et l'attachement évitant. Donc là, aujourd'hui, on va dans l'attachement anxieux et l'attachement désorganisé. Et on commence tout de suite avec l'attachement anxieux. Donc, comme d'habitude, je vais traverser un petit peu chronologiquement. Finalement, je vais aller dans qu'est-ce qui contribue à un attachement anxieux, qu'est-ce qui a pu se passer dans l'enfance, voilà, avec les figures d'attachement pour arriver à un attachement anxieux, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de l'enfant, et après, c'est quoi les possibles ramifications à l'âge adulte. Comme d'habitude, voilà, j'essaie d'illustrer, de donner des exemples, donc reste avec moi, on y va. Les comportements, attitudes, qualités des parents qui peuvent contribuer à l'attachement anxieux. Ça peut être un manque de disponibilité, on va dire manque de perspicacité, de sensibilité, d'efficacité en fait dans la connexion avec un enfant. On revient à ce qu'on avait déjà un petit peu vu dans l'attachement évitant, mais à un parent qui capte pas ou capte pas bien les signaux de l'enfant. Deuxième chose qui peut contribuer à l'attachement anxieux, c'est l'attachement anxieux du parent et ou une intrusion perpétuelle, constante ou en tout cas répétée dans la vie de l'enfant. Un enfant qui peut pas avoir de limite. En fait, un parent qui va toujours entrer dans la chambre, par exemple, mais ça peut être même bien plus tôt, et c'est pour ça que j'ai dit l'attachement anxieux du parent lui-même. Donc ça peut être un parent, par exemple, qui va réveiller un bébé qui a besoin de dormir. S'il dort, c'est qu'il a besoin de dormir, pour pas être seul. Parce que le parent, lui, a un attachement anxieux. Et ça peut être de façon générale des figures d'attachement qui sont très dans leur tête ou qui elles-mêmes, en fait, vivent des intrusions à l'intérieur d'elles-mêmes à cause de leur propre histoire qui sont non résolues. Donc, il va y avoir comme ces intrusions, et donc le parent, il est présent, et puis l'instant d'après, il est plus présent, par exemple. Émotionnellement, je parle, physiquement, il est là, mais l'instant d'après, il est distrait, ou il part dans sa tête, et il est plus présent. Et donc, et ça, c'est sans tenir compte des signaux de l'enfant, parce que voilà, l'enfant, il n'a pas donné le signal de c'est bon, maintenant je suis prêt à me déconnecter, mais il y a une déconnexion de la part du parent. Et donc ça donne quelque chose où l'enfant, il sent dans l'attachement anxieux, en fait, l'enfant sent qu'il y a de la connexion, donc c'est là, et puis d'un moment à l'autre, il n'y en a plus. Donc il y a quelque chose de c'est là, j'en veux encore, je l'ai senti, j'en veux encore, et puis d'un coup, il n'y en a plus. Et je ne sais pas quand est-ce que je vais en avoir à nouveau. Donc ça donne comme un système d'attachement qui est complètement tourné vers l'extérieur et qui dit j'en veux plus, j'en veux plus. Et donc ce qui se passe de façon générale dans l'attachement anxieux, c'est que la régulation, cette co-régulation qui devrait arriver avec l'enfant, qui donne la capacité à l'enfant de s'autoréguler, au lieu d'être fluide, elle est constamment perturbée, et ce, de façon imprévisible. Donc il y a ce truc de je l'ai senti, je le sens plus, la connexion, et je sais pas quand je vais pouvoir la sentir à nouveau. Donc il y a cette imprévisibilité. Ça, c'est vraiment un mot-clé pour l'attachement anxieux. Et on verra que c'est un mot-clé aussi pour l'attachement désorganisé d'ailleurs. Donc qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de l'enfant? On a dit qu'il y avait cette connexion qui est là, puis d'un coup, qui est plus là. Donc les bébés, les tout petits enfants, finalement, ils savent pas si leurs besoins tout court, / leurs besoins émotionnels, vont être satisfaits, vont être même pris en compte, et ça donne énormément d'insécurité. J'ai parlé d'imprévisibilité. L'imprévisibilité donne à l'intérieur du système de l'enfant de l'insécurité. Peut donner de la colère aussi. Et du coup, ce stress qui est vécu dans les relations interpersonnelles, ça donne énormément de stress, et presque voire plus tard dans la vie, ça peut donner des gros drames. Enfin, ce qui est vécu en tout cas comme un drame, ce sont
les séparations, les départs. Pour les personnes qui ont une dominante anxieuse dans l'attachement, les séparations, les départs, c'est insupportable. Et d'ailleurs, elles sont tout le temps en train de l'anticiper. On le verra juste après. Et donc cette sécurité et cette imprévisibilité, qu'est-ce que ça fait? C'est ce que j'ai dit, c'est comme si le système d'attachement, il se tourne vers l'extérieur et il y a ce focus, cette focalisation sur l'attachement, en fait, sur la connexion. Et ici, une comparaison qui est intéressante, c'est avec les gens qui jouent au casino. Quand tu vas jouer au casino, tu gagnes une fois, donc tu sais ce que ça fait. Et tu le veux à nouveau. Et c'est comme ça que les addictions se développent, d'ailleurs. Et là, c'est un petit peu la même chose. L'enfant, il sent l'attachement, et puis hop, d'un moment à l'autre, il n'y a plus. Donc il y a ce focus qui se tourne entièrement vers l'attachement. Je sais ce que ça fait de gagner, je sais ce que ça fait d'avoir ça, j'en veux encore. Et dans l'attachement anxieux, c'est ça qui est peut-être un petit peu pernicieux, c'est qu'il y a assez d'attachement pour que l'enfant sente que c'est là, mais pas de façon assez prévisible pour envoyer un signal de sécurité au système nerveux. Ça, c'est vraiment important à comprendre. Il y a assez d'attachement pour que l'enfant il sente qu'il y a une connexion, mais pas de façon assez prévisible pour envoyer un signal de sécurité au système nerveux. Je l'ai dit 2 fois parce que cette phrase, elle résume l'attachement anxieux. Et ce que ça donne aussi, une autre conséquence de ça, c'est que l'enfant, il n'arrive pas, en fait, à comprendre, à sentir ce qui fait que la relation, elle est bonne ou mauvaise. En anglais, on dirait « if we're in a good or in a bad place ». Il n'arrive pas à comprendre ça. Et donc, ça peut donner un enfant qui essaie constamment de s'adapter aux humeurs, aux réactions très changeantes, d'ailleurs, de ses parents. Ça peut donner ça, donc une réponse de phoning. Finalement, l'attachement anxieux et la réponse de phoning, c'est très très lié. Ou la deuxième option, ça peut être que l'enfant, il va essayer de manipuler ou d'une certaine façon de contrôler le parent pour obtenir vraiment une fusion, pour être tout le temps dans la fusion. Encore une fois, dans l'attachement anxieux, la plus grande peur de la personne, c'est la déconnexion, c'est la séparation. Et si j'avance un petit peu vers l'âge adulte, qu'est-ce que ça peut donner aussi ça donne une personne qui est surcentrée sur l'extérieur, donc sur les personnes avec qui elle est en relation, et puis sur les ressources extérieures, et sous-centrée, on va dire ça, peut-être pas assez centrée, sur elle-même. C'est une personne qui est pas consciente du tout des ressources internes. Ni des ressources internes, ni des sources internes de satisfaction, d'épanouissement. Ça va être les personnes qui vont trouver aucune satisfaction, par exemple, à faire des choses seules. Je me souviens avoir eu une discussion avec ma mère une fois là-dessus. Je me souviens que quand j'étais étudiante, j'adorais aller au cinéma toute seule, aller faire des expos, etc. Vraiment, j'aimais ça. Et encore aujourd'hui, j'aime faire des choses seule. En tout cas, il n'y a aucun problème. Pour moi, je vais apprécier peut-être autant une expo si j'ai vraiment envie d'aller la voir, si je suis seule, que je suis avec quelqu'un, que quand je suis avec quelqu'un. Bon, peut-être un peu plus si je suis avec quelqu'un. Mais en tout cas, je vais l'apprécier même si je suis seule. Et je me souviens que ma mère, par exemple, elle aime pas du tout faire des choses seule. Ma mère et ma grand-mère, d'ailleurs. Elles sont toutes les deux comme ça. S'il n'y a pas quelqu'un pour partager une activité avec elles, c'est pas intéressant. Elles apprécient pas, elles vont même pas le faire. Et moi, je me souviens de pas du tout comprendre ça avec ma tendance plutôt évitante. J'étais là, mais c'est génial de faire des choses seule. Et ça, c'est intéressant parce qu'on peut vraiment aussi aller encore plus loin, c'est-à-dire dans l'expérience somatique, dans le corps. Ces personnes, elles vont pas sentir dans le corps qu'une chose est appréciable quand il n'y a pas quelqu'un d'autre qui est là. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on peut aller travailler et qu'on est invité à travailler, comme toujours, surtout avec l'attachement, au niveau somatique. Donc qu'est-ce que ça va donner à l'âge adulte, cet attachement à tendance anxieuse en tout cas? Je l'ai dit, on a cette focalisation, peut-être presque un peu obsessionnelle, parce qu'il y a tellement besoin de connexion sur l'autre. En fait, dans les relations, il y a vraiment cette focalisation sur l'autre dès qu'on est en relation, un peu comme au casino. Toujours pour filer la métaphore du casino, vous investissez toujours plus d'argent, mais vous n'avez jamais l'impression de pouvoir gagner. Ça, c'est vraiment l'attachement anxieux. Des personnes qui essaient d'obtenir l'amour, la connexion dont ils ont besoin, mais avec cette impression que c'est jamais suffisant. Et ça peut donner un narratif qui est très assez désespéré. En fait, il y a beaucoup d'impuissance là-dedans. Il y a beaucoup d'impuissance. Et peu d'espoir de trouver un jour l'accomplissement, en fait, de trouver un jour quelque chose qui soit assez. Les questions qui peuvent tourner en boucle dans la tête de quelqu'un avec un attachement à tendance anxieuse, ça va être: est-ce que je suis assez aimée? Est-ce que je vais être abandonnée? Oui, t'es là avec moi maintenant, mais est-ce que tu seras là demain?
Et quand je dis qui tourne dans la tête, ça peut être vraiment au niveau subconscient aussi, hein, sans qu'on s'en rende compte. Et donc ça fait que ces personnes, consciemment ou inconsciemment, elles sont toujours en train de se défendre, de se protéger de la perte. De la perte, de la séparation, de la déconnexion. Et ici, on ne parle pas que des relations amoureuses, hein, ça peut absolument se jouer dans les amitiés aussi. Une personne qui panique complètement si l'autre répond pas à son message, par exemple. Ça peut être aussi en amitié, ça. Ou qui le prend très très mal. Soit qui va aller dans la colère, soit qui va aller dans une grande tristesse, personne ne m'aime, etc. Et ici, je veux vraiment faire un rappel, parce que c'est très très important. D'un côté, on voit les personnes avec un attachement évitant comme insensibles, et puis on voit les personnes avec un attachement plutôt anxieux comme collantes, par exemple, si je fais un peu une caricature. Mais encore une fois, ce n'est pas un choix. Le système nerveux, il tape pas à la porte en disant « Est-ce que je peux me mettre en colère là ?» ou « Est-ce que je peux être désespéré parce que je sens pas assez de connexion ou parce que j'ai peur de la déconnexion ?» Notre système, il nous y emmène. Point à la ligne. Pour les personnes qui ont une tendance anxieuse, dans leur système nerveux, à chaque fois qu'elles sont en relation, il y a une autoroute qui va vers aujourd'hui, il ou elle est là, mais demain. Comment ça sera demain? Ou comment ça sera dans 1 heure? Comment ça sera dans 2 heures? Leur système les emmène dans l'anxiété de la séparation, même s'il n'y a aucun signe, même s'il n'y a aucune circonstance dans le présent qui pourrait indiquer qu'il y ait séparation prochainement. Mais ces personnes, elles s'attendent à l'abandon, elles s'attendent au pire de la part de leur partenaire. Et pour le partenaire, d'ailleurs, ça peut être très difficile parce qu'il y a quelque chose de l'ordre de quoi qu'il fasse, quoi qu'elle fasse, la personne avec un attachement anxieux, elle a constamment besoin de réassurance. Donc pour le partenaire, il peut y avoir aussi l'impression de jamais en faire assez, de jamais donner assez. Et finalement, c'est proche de la vérité puisque la personne avec un attachement anxieux, elle s'attend au pire. Elle a du mal, elle peut pas se déposer dans la confiance de la connexion. Dans la connexion, et elle est là, et elle est là pour rester. Ça n'existe pas, ça, dans le système, dans un système qui a tendance anxieuse. Et une conséquence de ça peut être ce dont je parlais là, cette réponse de phoning, donc une adaptation, même à l'extrême. Ça veut dire que ces personnes avec un attachement anxieux, elles peuvent accepter ce qu'on leur donne, en fait, dans une relation, au lieu de demander clairement ce qu'elles veulent. Voilà, elles vont se contenter, en fait, de ce qu'elles ont, parce que être seules, la séparation, la déconnexion, ça serait tellement submergent qu'elles préfèrent, en anglais on dit settle, elles préfèrent se contenter, en fait. J'ai pas le mot qui me vient là. Et elles peuvent avoir cette impression qu'il faut toujours qu'elles fassent plaisir à leur partenaire, il faut toujours que voilà, ça aille dans le sens du partenaire pour pouvoir les garder. Le ou la garder, ce partenaire. Et ce qui peut se passer, et c'est un petit peu ça, l'ironie, finalement, dans l'attachement, c'est vraiment cette reproduction. Parce que ce qui peut se passer, c'est que ces personnes, elles peuvent créer involontairement, en fait, de façon complètement inconsciente, leur propre cauchemar, en rejoignant voilà, une disponibilité émotionnelle qui est pas cohérente ou qui est vraiment étouffante, beaucoup d'anxiété, être collant, être intrusif, parce que il y a cette inquiétude constante qui est là, cette anxiété de la séparation, de la déconnexion. Et donc ici, on retrouve ce qu'il y avait dans les parents, en fait, cette intrusion de leur propre anxiété qui a été à la source de l'attachement anxieux et qui, du coup, potentiellement peut être reproduite plus tard. Donc un message à envoyer à son système, si tu es plutôt dans l'attachement anxieux, si tu te reconnais dans cette tendance, c'est vraiment tu es digne d'être aimé, je serai là pour toi, je respecte tes limites. Si tu es le ou la partenaire de quelqu'un qui a un attachement anxieux, ça va être vraiment ces messages-là. Tu es digne d'être aimé, je serai là pour toi, je respecte tes limites. Voilà, et quand je dis ça, vraiment écoute ça avec ton corps. Est-ce que ça atterrit ou est-ce qu'il y a un truc de oh, non, ça marche pas. Tu es digne d'être aimé, je serai là pour toi, je respecte tes limites. Avec l'attachement anxieux, j'ai parlé de la réponse de phoning. Donc avec l'attachement anxieux, le travail sur les limites, qu'on fait d'ailleurs dans mon programme Arise, il est très important. Réapprendre à être dans la connexion tout en restant soi, sans aller dans cette réponse de phoning. La réponse de phoning, on pourrait appeler ça aussi le people pleasing, si vous connaissez pas ce terme. Donc c'est être dans la connexion sans être dans la fusion. C'est ça, poser des limites. Il y a tout un module là-dessus dans Arise. Et c'est vraiment tellement, tellement, tellement important. Quand il y a trauma, il y a dépassement des limites, nécessairement. Cette barrière que constitue notre système nerveux, il y a une brèche qui se crée dans la barrière. Donc c'est vraiment important et dans l'attachement anxieux tout particulièrement.
Donc ça, c'est la première piste, le travail sur les limites. Et une deuxième piste, c'est vraiment de faire ce travail, de voir où est-ce qu'il y a de la constance dans tes relations. Peut-être qu'il y a des amitiés qui durent depuis longtemps, qui sont vraiment des amitiés profondes, même des personnes peut-être avec qui tu pas en contact tout le temps, on s'envoie pas des SMS tous les jours, mais voilà, ces personnes qu'on retrouve au bout de 6 mois ou au bout de 8 mois et c'est comme si on s'était quitté hier. Est-ce que tu as ça dans ta vie? Prends le temps de te rappeler, ça peut être d'écrire et puis vraiment de sentir à l'intérieur ces relations qui immédiatement nous ramènent vraiment à une connexion qui est profonde, qui est intime. Et quand tu te concentres sur ces relations, qu'est-ce qui se passe encore? Qu'est-ce qui se passe au niveau émotionnel? Qu'est-ce qui se passe au niveau des pensées? Est-ce qu'il y a des images? Est-ce qu'il y a des souvenirs associés? Ah oui, ça ressemble à ça la connexion. Est-ce que je peux me déposer un petit peu là-dedans? S'immerger là-dedans. Faire ce travail de s'immerger dans une relation qui est profonde, qui est constante, dans ce felt sense, hein, cette expérience sentie de la constance, de quelqu'un est là pour moi. Et ça va durer. Quelqu'un est là pour moi aujourd'hui, cette même personne va être là pour moi demain. Pourquoi? Parce que c'est le cas depuis 10 ans peut-être, que c'est le cas depuis 3 ans, que c'est le cas même depuis quelques mois. Où est-ce qu'il y a de la constance? Dans ta vie, dans les relations, hein. Toujours je parle dans les relations ici parce qu'on est dans l'attachement. Donc voilà pour l'attachement anxieux avec quelques pistes à explorer. Je vais maintenant dans l'attachement désorganisé. Donc l'attachement désorganisé, c'est super. C'est vraiment l'antipode de l'attachement sécure qui était le Graal. Là, c'est désorganisé, son nom l'indique très très bien, et donc c'est un mélange en fait, l'attachement désorganisé, de l'attachement évitant et de l'attachement anxieux. Donc tout un programme. Et ça, l'attachement désorganisé, c'est tellement tout un programme que c'est quelque chose qu'on peut voir très très vite, même chez un nourrisson. Ça peut être un nourrisson qui a un comportement chaotique qui paraît un peu désorienté comme ça. Ça peut être un petit enfant qui court vers ses parents puis qui s'en éloigne brusquement, par exemple, parce qu'il ne se sent pas en sécurité. On va voir que dans l'attachement désorganisé, la figure d'attachement est la menace. Les petits enfants, ils peuvent aussi tourner en rond, tomber, détourner le regard, se balancer d'avant en arrière. Il peut y avoir tous ces signes à aller dans une forme de figement aussi quand le parent arrive, par exemple. Tout ça, ça peut être des signes d'un attachement qui est désorganisé. Qu'est-ce qui donne un attachement désorganisé? Quelle ambiance à la maison, quelle attitude, comportement des figures d'attachement contribuent à l'attachement désorganisé? La première chose, ça peut être la création de problèmes qui sont insolubles pour l'enfant. Alors ça, super typique, ça c'est une autoroute vers l'attachement désorganisé. C'est des situations où l'enfant, il ne peut pas bien faire. Il est coincé. Il peut jamais bien faire parce que la communication, elle est faite d'injonctions qui sont paradoxales ou de double contrainte. Par exemple, quelque chose du style « viens ici, ah non, va-t'en ». Ou une situation insoluble « fais ça, je sais pas moi, passe l'aspirateur, ah non, c'est pas bien fait, tu sais rien faire ». Donc l'enfant, il doit faire, mais s'il fait, ça va pas, et s'il fait pas, ça va pas non plus. Donc, il ne peut jamais y arriver. L'enfant, il est toujours en échec, quoi qu'il fasse. De façon générale, avec l'attachement désorganisé, c'est vraiment des figures d'attachement des parents qui mettent en place en fait des interactions qui sont chaotiques, voire effrayantes, désorientantes, qui intrinsèquement vont être désorganisatrices pour l'enfant. Au lieu d'aider son système à s'organiser, ça va le désorganiser. D'où le nom de cette tendance d'attachement désorganisé. Donc, pour donner des exemples, ça peut être un parent qui crie, soudainement qui crie. Un parent qui est lunatique. On ne sait jamais sur quel pied danser, on ne sait jamais ce à quoi s'attendre. Ça peut être aussi un parent qui est constamment activé intérieurement, en fait. Et du coup, un parent qui a des changements extrêmes d'état qui sont complètement sans référence aux signaux de l'enfant. Comme dans l'attachement anxieux où le parent il se déconnectait d'un coup, là, c'est un parent qui va changer d'état. Donc, le parent, il est calme, voilà, et à un moment donné, sous l'effet d'un déclenchement interne, donc il pense à quelque chose, ou voilà, même sa neuroception capte quelque chose dans l'environnement, il pense peut-être à quelque chose qui l'énerve, hop, il se met en colère, d'un instant à l'autre. Et l'enfant n'a rien fait pour que le parent se mette en colère. Donc il y a quelque chose de complètement imprévisible. Une expression qui résume bien ce type de foyer, où il y a des situations comme ça, c'est vraiment marcher sur des œufs. Ne pas savoir sur quel pied danser ou marcher sur des œufs. Constamment, l'enfant doit marcher sur des œufs.
il sait pas à quoi s'attendre. Ça, moi, c'était mon expérience avec mon père, par exemple. On savait jamais ce qu'on allait avoir. Je me souviens que rentrer le soir de l'école, c'était un stress. Et ça, c'est revenu tard, d'ailleurs, quand j'ai commencé ce travail sur mon système nerveux. J'avais oublié ça. Mais je me souviens et c'est vraiment une mémoire émotionnelle de la tristesse, de la peur, même bien plus tôt que ça, bien plus tôt que l'école primaire, maternelle, petite maternelle, quand c'était lui qui venait nous chercher chez la nounou. Il y avait toujours cet espoir que ce soit maman. Et c'est vraiment une mémoire somatique que j'ai de ça, dans le corps. Il y a des bribes d'images, mais vraiment des bribes. C'est beaucoup plus un ressenti, c'est des émotions. Donc ça, c'est ce qui peut contribuer à l'attachement désorganisé. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de l'enfant? Quand il y a voilà, ce type d'ambiance, de situation, de comportement, d'attitude, l'enfant, il ne peut pas utiliser le parent pour s'apaiser, pour se réguler. Parce que le parent, c'est la source de peur. Le parent est la menace. Donc il y a vraiment ce double dilemme. L'enfant, il est terrorisé par la figure d'attachement et il y a cette perte de l'encre de sécurité qui est nécessaire à un attachement sain, en fait, et qui est même nécessaire au-delà de ça au développement de l'enfant. Donc il y a je peux pas aller vers mon parent parce qu'il est une menace, et en même temps j'ai tellement besoin de l'attachement. Et la deuxième difficulté, c'est que ça se couple à une possibilité qui est minimale ou voire inexistante de combat ou de fuite. Encore une fois, l'enfant il peut pas combattre parce qu'il fait pas le poids, et parce qu'il va lui arriver encore plus de broutilles, et il a nulle part où aller. Donc il est absolument coincé dans cette situation. Un mot-clé avec l'attachement désorganisé, c'est vraiment insoluble. C'est insoluble. À la fois comment se comporter, et puis il y a voilà, pas d'accès aux réponses de l'état sympathique, donc c'est insoluble. C'est vraiment l'enfant, il est coincé. Et normalement, si tout va bien, quand tout se passe bien, le système d'attachement primaire, il est conçu pour assurer la sécurité de l'enfant, que ce soit organisé justement dans son système, régulé. Et quand l'enfant, il subit, voilà, si on va un peu plus loin, des violences aussi, quand le parent est la source de la menace, que ce soit des violences physiques, émotionnelles, que ce soit des cris sexuels, bien évidemment, il développe cet attachement désorganisé. Et il est tout le temps en train d'appuyer sur l'accélérateur et sur le frein. Il reste coincé, en fait, l'enfant entre l'approche et l'évitement. L'approche et l'évitement. Ça peut donner beaucoup de figement, ça peut donner de la dissociation aussi. Et donc ça peut donner des problèmes de régulation des émotions. C'est normal, l'enfant n'a pas juste pas appris l'autorégulation. S'il n'y a pas de corégulation, il n'y a aucun moyen de développer cette autorégulation. Ça peut être des difficultés même sociales dans les relations aussi. Ça peut être du brouillard, un manque de cohérence, des déficits de l'attention. Tout ça, c'est aussi des symptômes du figement. Il appuie sur l'accélérateur et sur le frein à la fois, il est coincé, il est figé, en fait. C'est les symptômes du figement avec cette chape dorsale, mais sous laquelle il y a énormément d'énergie. Donc l'enfant, il peut être léthargique, c'est le dorsal, et en même temps avec son esprit qui saute super vite d'une activité à l'autre, parce qu'il y a cette énergie sympathique en dessous qui dit on peut pas rester là trop longtemps. Il faut faire quelque chose, il faut fuir, il faut combattre. Et donc en conséquence, c'est ce même enfant qui peut être complètement léthargique ou qui peut devenir agressif aussi. Ici encore, quand il arrive à sortir du figement. Quand il arrive à sortir du figement, il y a toute cette énergie de combat contenue là, à l'intérieur, parce que elle peut pas être dirigée vers le parent, encore une fois. L'enfant, il a aucune chance. Mais elle est là, ça veut pas dire qu'elle disparaît, cette réponse de combat, qui trouve pas d'issue, qui trouve pas d'objet. Et ça peut être du coup une personne, après l'âge adulte, qui va vite dans le figement, dans l'effondrement, parce que être face à des situations insolubles comme ça, il y a énormément d'impuissance, c'est hyper submergent, et presque la seule réponse, et c'est même pas presque, la seule réponse disponible, c'est de se figer, de se dissocier, de s'effondrer. Donc dans l'attachement désorganisé, il y a toujours ce conflit entre deux impulsions, deux élans biologiques, physiologiques, c'est ça qu'il faut comprendre. Celui de s'attacher et celui de survivre. Et c'est insoluble parce que l'attachement est nécessaire à la survie et au développement de l'enfant à cet âge-là. Donc en fait, les deux élans biologiques, c'est les deux élans de survivre. Si on dit l'élan biologique de s'attacher, pour un enfant, c'est l'élan biologique de survivre. Et l'élan biologique de se protéger d'un parent qui est une menace, donc de survivre aussi. À l'âge adulte, ça va donner quoi? Ça va donner des personnes qui essaient de gérer des niveaux d'activation hyper élevés dans leur système. Suite à quoi? Suite à cette terreur, en fait, parce qu'il y a beaucoup de peur dans l'attachement désorganisé, à cette terreur qui a été subie dans l'enfance. Et donc,
voilà, pour gérer des niveaux élevés d'activation, il y a plein de stratégies d'adaptation qui sont possibles. Ça peut être les substances, ça peut être le sucre, ça peut être la cigarette, ça peut être la dépendance émotionnelle, voilà, tout ce qu'on peut faire pour apaiser le système. Et quand elles sont en relation, ces personnes avec une dominance, avec une dominante plutôt désorganisée, il peut y avoir de la panique, il peut y avoir de la rage aussi, toute cette énergie sympathique a été écrasée justement par le figement dont je parlais juste avant. Pourquoi ? Parce qu'en relation, la mémoire implicite, elle est activée. Et c'est ça qu'il faut bien se dire. C'est vrai que ça, je ne l'ai pas dit jusqu'ici, mais c'est important. La relation avec les parents et puis la relation de couple, c'est assez proche pour que notre cerveau dise « Ah, je connais ça ». C'est assez proche dans le sens où bien sûr que c'est pas la même relation, mais on est très proche, on vit sous le même toit, on partage les tâches du quotidien, on partage notre emploi du temps, il y a énormément quand même de choses similaires. Et on se souvient que pour le cerveau, assez similaire, ça suffit pour qu'il y ait finalement un raccourci qui est fait. Notre cerveau, il veut toujours conserver de l'énergie. Un raccourci qui est fait, et le raccourci, c'est « Ah, ok, ça, je connais. Ah, ok, les relations, c'est ça. » Et donc, on amène toute cette activation dans nos relations. Que ce soit une activation, un attachement plutôt du côté de l'évitant, du côté de l'anxieux ou du côté du désorganisé. Mais tout ça, on l'amène dans la relation. Donc je reviens à l'attachement désorganisé. Dans l'âge adulte, on va retrouver tous les symptômes de l'absence de régulation, en fait. Ça peut être des changements d'humeur extrêmes, justement. Ça peut être des personnes qui se laissent très facilement aller à la frustration, à la peur, au désespoir aussi, quand les circonstances sont pas claires ou quand il n'y a pas un accord clair, quand le contrat il n'est pas clair. S'il n'y a pas de clarté, la personne avec un attachement désorganisé, c'est insoluble. S'il n'y a pas de clarté, je sais pas où aller, hop, très proche de ce que j'ai vécu dans l'enfance, je suis submergée. Notre cerveau, notre système nerveux, ils sont très très rapides. Il y a beaucoup de dérégulation dans l'attachement désorganisé, et ça peut donner dans les relations une hypervigilance, une hypersensibilité. Et ça, à nouveau, ici c'est presque ironique parce que ça crée une situation, si cette personne-là qui a un attachement désorganisé, elle est hypersensible, elle est hyper vigilante à tout ce qui se passe dans la relation, ah t'as fait ça, t'as pas fait ça, mais ça veut dire ça, donc il y a cette grande activation, c'est ironique parce que ça crée une situation où le partenaire de la personne désorganisée doit marcher sur des œufs. Parce que cette personne désorganisée, elle est dans cette hypervigilance constante. Et il y a ces fluctuations d'humeur aussi souvent. Donc elle recrée pour l'autre ce qui a été à l'origine de son état. C'est pour ça que faire le travail sur l'attachement, c'est essentiel. Je l'ai dit en début d'épisode, je vais le redire, le système nerveux est attachement. Si on ne fait pas ce travail-là, on va tout reproduire. C'est la mémoire implicite, c'est la définition même de la mémoire implicite. Donc il faut s'autoriser à sentir. Si je reviens là avec l'attachement désorganisé, il faut s'autoriser à sentir qu'on se sent coincé entre le désir profond d'avoir des relations et la crainte que la relation elle soit dangereuse. C'est ça, l'attachement désorganisé. Ok, il y a les deux dans mon système. Déjà, juste amener ça à la conscience. Ok, il y a les deux dans mon système. Je le porte à la conscience. À quoi ça ressemble dans mon corps quand j'ai envie d'être en relation ? Et puis à quoi ça ressemble dans mon corps quand j'ai peur d'être en relation ? Ça se travaille très bien en somatic experiencing, par exemple. Et c'est toute cette conscience corporelle qu'on travaille à développer dans Arise aussi, par exemple. De découpler les choses. Ça, c'est très important, immensément important. Dans l'attachement désorganisé, puisqu'il n'y a pas eu de co-régulation, et donc de bon câblage du système nerveux, la neuroception, elle n'est pas optimale. Et la neuroception, c'est notre radar, c'est notre détecteur de menaces interne. Chez les personnes désorganisées, on va dire qu'ils ne fonctionnent pas bien. Puisqu'il n'y a pas eu tout ce qu'il fallait, en fait. Même au niveau neurodéveloppemental, il n'y a pas eu tout ce qu'il fallait. Et ça donne quoi ? Une neuroception, on parle d'une neuroception erronée dans la théorie polyvagale. Ça donne quoi ? Ça donne une personne qui peut rester dans des relations qui sont pas soutenantes, voire qui sont même abusives, au lieu de quitter ces situations quand c'est nécessaire. Pourquoi ? Parce que le système nerveux, il fait plus bien la différence, pour le dire autrement, pour bien qu'on comprenne, il fait plus la différence entre qu'est-ce qui est toxique et ce qui ne l'est pas. Parce que de toute façon, il a baigné depuis toujours dans cette soupe toxique-là, qui était son foyer. Donc il n'y a pas de reconnaissance de « non, ça va pas »,« non, ça c'est toxique ». Ou même, ça peut être pas de reconnaissance de « ça va bien ». Une incapacité aussi à apprécier ce qui est bien, ce qui est bon. Donc des messages à envoyer à ton système si tu te reconnais dans cette tendance désorganisée. Ça va être « je suis attentif à toi et à tes besoins ». Ça peut être « calmons-nous et parlons ».
Ça peut être je suis là pour te protéger et te défendre. Ça peut être aussi mettons-nous d'accord sur des règles qui sont claires. Amenons de la clarté. Des pistes à travailler si tu te reconnais aussi dans cette tendance. Si tu te reconnais dans l'attachement désorganisé, je le disais tout à l'heure, il faut recréer la séparation à l'intérieur. En fait, bien séparer la sécurité du danger dans ton système, au niveau somatique. Dans l'attachement désorganisé, il y a une confusion. Parce que c'était tout le temps entremêlé. Parfois, il y a de la sécurité, parfois, il y a du danger. Je sais pas pourquoi, je sais pas comment, je sais pas quand. Donc, c'est vraiment super important de séparer ça. Bien séparer la sécurité du danger dans ton système au niveau somatique. Traquer la sensation de sécurité, de soulagement, de soutien dans le corps, de je peux me déposer, je suis en sécurité. Et ça, on peut le comprendre à quel point ça peut être déroutant pour un système. Si je prends les animaux, le monde animal, parce qu'on est des mammifères, même si on n'est pas très heureux de ça, mais on est des mammifères, on a une physiologie animale. Prenons un petit animal mignon, un écureuil. Prenons un écureuil. L'écureuil, il est programmé pour craindre les prédateurs. Il est programmé pour craindre les prédateurs et il est programmé pour se sentir en sécurité auprès de sa propre espèce, c'est-à-dire auprès des autres écureuils. Ok. Contrairement à nous, les êtres humains, pour de nombreux êtres humains qui sont dans des foyers comme ça, on serait programmé à se sentir en sécurité auprès des nôtres, sauf que c'est pas le cas. Sauf qu'on n'est pas en sécurité. Donc par définition, c'est biologiquement, au niveau de la physiologie, c'est biologiquement ultra déroutant. Donc ça, c'est vraiment une séparation qu'on doit recréer dans le corps. Qu'est-ce qu'est la sécurité ? Toujours en lien avec les relations, hein, mais qu'est-ce qu'est la sécurité ? Qu'est-ce qu'est le danger ? Et ça, on peut le faire par exemple avec l'imagination grâce à des images. Ça, un thérapeute, par exemple, en somatic experiencing, il peut aider à mettre en place 2 situations. Ok ? Qui va inclure le parent, une situation avec des alliés, des ressources qui donnent vraiment au système d'attachement un endroit sûr où il va pouvoir se déposer. Et puis un autre, on va chercher une autre image, on va chercher une autre situation pour le comportement qui est effrayant, qui est troublant, qui est déroutant du parent. Et puis on prend le temps de ressentir les deux, on prend le temps de ressentir que c'est séparé, l'un après l'autre, de sorte que la réponse à la menace, aussi nos réponses de survie dans notre système, elles soient clairement séparées des besoins d'attachement. Quand j'ai envie d'être en connexion, j'ai pas besoin qu'il y ait des réponses de survie associées à ça. C'est ça qu'on recrée en fait, et du coup je peux aller avec de la régulation ventrale, en me sentant en sécurité, dans un désir de relation, dans un désir d'attachement, qui est absolument naturel pour l'être humain. Ça, c'est un exemple de ce qu'on appelle une expérience correctrice, une expérience réparatrice qu'on peut créer aujourd'hui dans notre système nerveux. Et c'est ça le travail merveilleux avec l'attachement et le système nerveux en général. C'est que quand on travaille ça, quand on travaille au niveau le plus profond, tout peut être renégocié. Aujourd'hui, dans le présent, tout peut être renégocié. Ça, c'est extraordinaire. On va faire une pause ici. Comment ça va ? On fait un petit check avant que je passe à vos questions. Voilà, si l'activation elle est montée, mets le podcast en pause, prends le temps de te réguler. Et moi, je vais continuer avec vos questions. J'ai eu des questions sur le sujet du soutien. Et puis, j'avais la suite des questions sur « Je suis en couple et j'ai de l'anxiété » que je n'avais pas terminé. Et des questions sur les effets de la dérégulation sur le couple, justement. Alors, des questions de soutien. Quand j'ai une crise d'angoisse, comment mon partenaire peut-il m'aider ? Comment mon partenaire peut-il être présent pour moi quand j'ai de l'anxiété ? Donc c'était la même question que j'ai eue plusieurs fois. Et ici, j'ai envie de retourner la question en fait. Toi, t'aurais besoin de quoi ? Et justement, selon notre style d'attachement, on peut avoir besoin de choses très très différentes. Une personne plutôt évitante, peut-être qu'elle a besoin plutôt d'être seule. Une personne à tendance plutôt anxieuse, elle a plutôt besoin d'être tenue, au contraire. Elle a besoin de présence. Donc vraiment, il n'y a pas de réponse toute faite en fait à cette question. Mon instinct, ça serait de dire d'être là pour toi. Le partenaire, là où le partenaire peut être là pour toi, en fonction de tes besoins. Et donc là, le travail, il est presque, c'est même pas presque, c'est le travail, c'est à toi de le faire, de c'est quoi mes besoins dans ce moment-là. Sur le soutien, ce serait vraiment ça que je peux offrir. Je suis en couple et j'ai de l'anxiété. Alors, la question, ici j'ai une question. Comment sortir de la culpabilité de mal faire les choses dans ma relation ? Quand je suis susceptible, rigide sur plein de choses, par exemple, etc.
Susceptible et rigide. Ça, c'est intéressant parce que ça rappelle l'attachement désorganisé. Donc, on est dans le thème. Susceptible, pourquoi? Susceptible parce que il n'y a pas eu de régulation émotionnelle. La régulation émotionnelle, t'a pas été apprise. Autrement dit, il n'y a pas eu de bonne co-régulation. Et c'est plus qu'apprendre. T'as pas pu l'absorber. Parce que tu pouvais pas la sentir, il n'y en avait pas de co-régulation, de régulation. Donc, cette susceptibilité, on a dit cette sensibilité, cette hypervigilance dans la relation. Et puis, dans la question, il y avait la rigidité. Et peut-être que parfois, tu es contrôlant, contrôlante, parce que tu as développé d'ailleurs cette brillante stratégie d'adaptation en réponse à des parents qui étaient hors de contrôle, qui étaient imprévisibles. Si vous m'écoutez là, rendez-vous compte à quel point c'est brillant cette stratégie d'adaptation. Je vais être en permanence dans le contrôle pour ne plus jamais sentir cette situation et ces ressentis qui sont complètement submergents de parents auxquels je suis livrée d'ailleurs quand je suis enfant, qui sont hors de contrôle. À cet endroit-là, il y a des parts protectrices qui disent « Plus jamais je me retrouve dans cette situation où je contrôle rien. » Et où, en conséquence, il y a tellement de peur. Il faut que tout soit sous contrôle, il faut que tout soit clair, il faut que tout soit prévisible. Et ici, je dois faire une dédicace à ma petite sœur, moi, qui est aussi celle qui monte les vidéos du podcast. Donc elle va entendre ça. Et qui a eu cette stratégie pendant des années. Il faut que tout soit clair, il faut que tout soit prévu, que tout soit prévisible. Et moi aussi, d'ailleurs, j'ai eu cette stratégie pendant longtemps. Et c'est intéressant parce que moi, quand j'ai commencé à m'en libérer, à avoir beaucoup moins ça, cette stratégie d'adaptation, beaucoup moins ce besoin, en fait, que tout soit clair, que tout soit prévisible et que les plans ne changent pas, elle l'avait encore assez fort. Et je me souviens, ça m'agaçait énormément, cette rigidité, ce manque de flexibilité de sa part. Et en même temps, maintenant, avec tout ce travail, quand je repense à certains moments, que ce soit en elle ou que ce soit en moi, je peux que voir comment et sentir en fait comment nos systèmes ils étaient complètement complètement dérégulés, pas régulés justement, complètement dérégulés quand les plans changeaient, par exemple. Et ça, c'est quelque chose qui est terrible en groupe. En groupe, je sais que dans mon programme Rise, il y a plusieurs personnes. C'est quelque chose que j'ai pas entendu qu'une seule fois de j'adore mes amis, je pars en vacances avec mes amis, mais c'est hyper difficile pour moi. Et je sais que c'est difficile pour de nombreux et nombreuses d'entre vous aussi de partir en vacances en groupe. En même temps, on veut le faire parce que c'est hyper sympa et tout, mais pour notre système, c'est une situation qui est pas safe du tout quand on a cette stratégie d'adaptation de tout contrôler. Parce qu'en groupe, les gens traînent, les horaires sont jamais respectés, les plans changent, surtout en vacances, parce que voilà, on est dans le flow, n'est-ce pas? Mais un système avec un attachement désorganisé, il peut pas être dans le flow. Lui, il a besoin que ce soit clair pour se sentir en sécurité. Et c'est terrible ça pour un système qui a besoin de clarté et de certitude et qui tire sa sécurité de la clarté et de la certitude. Donc je me suis un peu égarée dans la question, mais la question c'était comment sortir de la culpabilité. J'espère que mon explication aide un peu quand même. Tout ça c'est de la neuroception. Donc encore une fois, on ne choisit pas au niveau de l'attachement. Donc déjà je pense que comprendre ce qui est à l'œuvre ici, c'est hyper important pour sortir de la culpabilité, comprendre ce que c'est l'attachement. Et puis bien sûr, travailler avec toutes ces parts de toi. Celle qui est susceptible, la part contrôlante, celle qui se sent coupable, il y a toutes ces parts-là, rien que dans cette question. Donc t'en prends des petits bouts, l'une après l'autre, et puis aller écouter ce qui se passe pour elle. Comment tu peux commencer à collaborer avec ton système. Ça va être typiquement le travail qu'on fait avec Arise, par exemple. Dans mon programme Arise, on apprend beaucoup à aller voir nos parts, et puis se mettre à l'écoute, puis commencer à négocier aussi avec les parts de nous. Et c'est une façon pour moi qui est vraiment intéressante de travailler parce que ça nous permet de prendre des petits bouts d'expérience, donc que ce soit pas si submergent. Je vais dans les questions maintenant sur les effets de la dérégulation sur le couple. Alors il y avait plusieurs questions. Quand le couple est un déclencheur d'anxiété, comment guérir? Comment différencier le questionnement sain sur le couple et les remises en question dues à l'anxiété? Et il y avait une autre question. L'anxiété et la dérégulation peuvent-elles me faire croire que je n'aime plus mon partenaire? Et puis ensuite, il y avait 3 questions que j'ai rassemblées ensemble. Je suis dans une belle relation, mais j'ai peur de l'engagement. Pourquoi? Je doute en permanence que ce soit la bonne personne et je reste bloquée. Et 3e question, c'était je l'aime, je le déteste, je m'approche, je le repousse et je suis coincée là-dedans. Ok. Alors, je vais prendre la première question. Quand le couple est un déclencheur d'anxiété, comment guérir? Cette question, elle est vraiment en lien avec l'attachement désorganisé parce que c'est ce qui peut se passer. J'ai parlé de la situation où l'autre, il doit marcher sur des œufs en permanence. Et aussi dans l'attachement désorganisé, puisqu'il y a beaucoup de peur,
qui a été engendré par les traumas relationnels, hein. Les deux partenaires, en fait, ils peuvent facilement se déclencher l'un l'autre et se déréguler l'un l'autre parce qu'il y a des niveaux d'activation élevés dans les deux partenaires. Il y a des réponses de survie et des pulsions de survie qui sont très, très intenses. Des réponses de fuite et de combat qui sont là, hein. Donc, au lieu d'être capable de contenir les conflits, puis calmement, finalement, de revenir à de la communication, ces compétences, elles sont pas là. Encore une fois, c'est des compétences d'autorégulation, ça. Et elles sont pas là. Donc, il y a vraiment cette nécessité-là, à cet endroit-là, d'apprendre à travailler soit sur sa régulation, et puis travailler sur la régulation dans la relation aussi. Et je pense, moi, que ici, une piste, c'est vraiment ce que j'appelle l'art du demi-tour. C'est voilà, quand on sent qu'on va dans une dispute ou qu'on va se mettre en colère ou que de toute façon on est super activés les deux, il n'y a rien de très constructif qui va se faire. Donc moi j'appelle ça l'art du demi-tour. Je cultive cet art-là de faire demi-tour pour que chacun aille se réguler. Et parce que quand le couple est déclencheur, en fait, ça n'a pas de sens de rester au contact de l'activation tout le temps. Donc chacun a besoin de revenir dans son propre système pour revenir en état de communiquer, en fait, juste. Et ça implique un travail des deux parties. C'est pas toujours possible. C'est pas toujours possible. Mais quand ça l'est, c'est profondément guérisseur. Quand les deux personnes dans le couple sont volontaires pour faire ce travail et sont sur ce chemin-là, c'est profondément guérisseur. Parce que ce qui s'est défait en relation va être refait et réparé en relation. Comment différencier le questionnement sain sur le couple et les remises en question dues à l'anxiété ? Très bonne question. Ça, tu devrais pouvoir le sentir à l'intérieur de toi. Je vais le dire comme ça. Les deux, donc le questionnement sain sur le couple et les remises en question dues à l'anxiété, elles vont pas avoir la même saveur. C'est comme la soupe. Si je fais une soupe aux poireaux, ok, mais dans l'une j'ai mis un bouillon de légumes, dans l'autre j'ai mis un bouillon de volaille. Cette comparaison est tellement française. Okay. Le goût sera différent, ok. L'aspect est le même, c'est une soupe aux poireaux, je fais pas la différence à l'œil nu, ok. Mais c'est grâce à tes sens que tu vas sentir. Les remises en question dues à l'anxiété, elles ont la saveur de l'énergie de survie. Elles peuvent s'apparenter à des ruminations et tu sens que tu peux pas vraiment échapper à ces questions qui s'imposent à toi, en fait. Et souvent, il n'y a pas de nuance aussi. C'est blanc ou noir. Dans l'état sympathique, c'est je combats ou je fuis. Il n'y a pas d'histoire de nuance. Il n'y a pas le temps pour les nuances. On est dans la survie. Donc c'est blanc ou noir. Typiquement, tu vas penser à des longues listes de ce qui va pas, et il y a rien pour contrebalancer ça, par exemple. Mettons que ton partenaire t'est énervé. Tu peux sentir de l'agitation, ou au contraire, ça va être de la léthargie. De façon générale, l'expérience, elle n'est pas agréable. De l'autre côté, si on prend le questionnement sain, il n'y a pas cette saveur de torture mentale. Il y a de la place pour la nuance, il y a de la place pour l'optimisme. Et la nuance et l'optimisme, c'est quoi ? C'est « Ah bah oui, peut-être que la situation, elle n'est pas idéale en ce moment. On travaille beaucoup tous les deux, ou on est activés tous les deux, ou j'en sais rien. Mais on s'aime, et on va pouvoir revenir dans la communication, on va pouvoir réparer ça, en fait. On va pouvoir aller dans la réparation. Il y a de la place pour la résilience, il y a de la place pour la recherche de solutions, justement. Donc ça, c'est tout des réflexions qui sont ancrées en ventral. Et tu devrais même pouvoir entrer en dialogue avec ton partenaire sur le sujet. Bon, bien sûr, si il ou elle est ouvert. Mais... Alors qu'avec les remises en question dues à l'anxiété, tu vas les garder pour toi, et puis ça sort généralement de façon désespérée ou de façon agressive quand on n'a pas tellement envie que ça sorte. Vous sentez mon expérience personnelle là ici quand je parle. Ça sort pas au moment où on a envie. Surtout, ça sort pas de la façon dont on a envie que ça sorte. Alors qu'un questionnement sain, on peut vraiment l'engager comme une conversation juste. Ouais, j'ai envie de dire normale, même si qu'est-ce qui est normal, mais une conversation qui est régulée, qui est ancrée en ventral. Voilà, donc j'espère que ma réponse te donne des pistes. Et ça va être vraiment de l'ordre du ressenti, mais c'est pas que le ressenti. Observe aussi tes pensées. Est-ce qu'il y a de la place pour la nuance ou pas ? La vitesse des pensées, est-ce que c'est blanc ou noir ? Question suivante. L'anxiété et la dérégulation peuvent-elles me faire croire que je n'aime plus mon partenaire ? Oui, absolument oui. Il n'y a pas beaucoup de place pour l'amour quand on est dérégulé, mais ça n'a rien à voir avec l'amour pour cette personne-là en particulier. C'est juste ton système qui n'a pas une grande capacité pour l'amour. Ni d'en donner, ni d'en recevoir d'ailleurs. Donc oui, absolument, la réponse est oui. Et puis on avait ces 3 questions. Je suis dans une belle relation mais j'ai peur de l'engagement. Pourquoi ? Je doute en permanence que ce soit la bonne personne et je reste bloquée. Je l'aime, je le déteste, je m'approche, je le repousse, je suis coincée là-dedans. C'est des questions qui sont proches. Pour moi, il y a 2 choses ici.
Il y a la peur de l'engagement, il y a le doute que ce soit la bonne personne. La peur de l'engagement, là, ma question, ce serait, je renvoie à l'épisode précédent, est-ce que tu te reconnais dans une tendance plutôt évitante au niveau de l'attachement? Si oui, du coup, va écouter l'épisode précédent. Et puis, il y a le doute que ce soit la bonne personne. Et il y avait ce mot-là dans la deuxième question, je reste bloqué. Je reste bloqué. Donc, autrement dit, tu vas dans le figement. Oui, non, oui, non. Ça ressemble vraiment à la tendance désorganisée. J'appuie sur le frein et l'accélérateur en même temps en permanence. Donc là, ça va être intéressant de faire vraiment cette pratique de séparer les bons moments des moins bons moments pour que ça puisse se déposer à des endroits différents dans ton système, en fait, en toi, qu'il n'y ait plus ce surcouplage entre les deux, entre les bons moments et les mauvais moments, qu'il n'y ait plus ce surcouplage entre les deux qui nécessairement amène de la confusion. Ça va te donner de la clarté de faire ça, cette pratique, ça va te donner de la clarté, ça va te donner de l'espace aussi dans ton système, ça va amener de la régulation. Et tout doucement, ça va te permettre de sortir du figement. La réponse de figement, elle a besoin de temps, donc ça mettra le temps que ça prendra, mais tout doucement, ça va te permettre de sortir du figement, et puis tu pourras prendre une décision aussi depuis un espace qui est régulé. Le seul espace depuis lequel on a envie de prendre nos décisions, d'ailleurs. Je l'aime, je le déteste, je m'approche, je le repousse, je suis coincée là-dedans. Même chose, donc, c'est le figement. Je viens de l'évoquer, vraiment faire le travail sur son système nerveux, faire le travail avec l'attachement. Et je répète ça, la réponse de figement, elle a besoin de temps. Donc, ne sois pas pressé. Mais quand on fait ce travail, ça change. Ça change. Et quand tu vas sortir du figement, les choses, elles vont être beaucoup plus claires. Voilà, et c'est sur ces mots que je termine cette série sur l'attachement. Merci d'avoir été avec moi pour cet épisode, pour cette série. Si t'as pas écouté les 2 épisodes précédents de cette série sur l'attachement, je t'invite chaudement à aller les écouter. N'hésite pas à réécouter aussi les épisodes, je sais que c'est beaucoup d'informations. Et comme toujours, à partager le podcast aux personnes qui sont sur ce chemin ou aux personnes qui sont pas encore sur ce chemin. Ça pourrait être le début de quelque chose pour elles et tu peux y contribuer. Donc d'avance, merci pour ça et à très vite.